Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vais ouvrir ce conseil municipal du 18 novembre 2024. Comme d'habitude, je fais l'appel. Donc moi-même présent. Arnaud Padeloup. Présent. Jessica Drouet. Présent. Thomas Alberstadt. Présent. Fatima Elouari. Présent. Sébastien Martin. Présent. Zora Imad. Présent. Marie-Noël Archambault. Blanche Gall. Et Blanche Gall n'est pas en retard. Jacques Varlet a donné pouvoir à Laure Nold. Isabelle Anctin. Corinne Ringeval. Isabelle Bento a donné pouvoir à Monsieur Padeloup. Vincent Planche. Adam Bakraklik. Frédéric Brelleville a donné pouvoir à Adam Bakraklik. Guillaume Chabrier. Emmanuel Avril. Joseph Da. Tina Varejao. Jeanne Mouton-Gonnet a donné pouvoir à Thomas Alberstadt. Gisèle Papa. Fabien de Biasi m'a donné pouvoir. Lornold. Lassana Dichad a donné pouvoir à Nelligo. Et enfin, Pierre-Yves Pinchot. Comme d'habitude, chers collègues, je vous fais passer la feuille de présence à signer. Vous avez vu qu'à l'heure du jour, il y avait une décision modificative de budget à cet effet. Je vous demanderai, à l'issue du conseil municipal, de bien vouloir rester pour signer la décision modificative. Et au même titre, vous signez quand vous avez pouvoir pour la personne en qui vous avez pouvoir, pareil que sur la feuille de présence. Il nous faut un ou deux secrétaire de séance. Je propose que notre Benjamin Thomas Alberstadt soit secrétaire des séances. Thomas, c'est bon pour toi? Oui. Merci Thomas. Nous devons approuver le... Ah non, ça c'était... Avant, il y a les décisions du maire. Y a-t-il des questions sur les décisions du maire? Très bien. Sur les délibérations, le premier point, adoption du procès-verbal de la séance du 23 septembre 2024. Je n'ai pas reçu de demande de modification. Des questions? C'est bon pour tout le monde. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 2, il s'agit d'une convention avec AA Aventure pour l'organisation du trail au profit d'Octobre Rose. Monsieur Martin, je vous laisse la parole. Bonsoir, merci beaucoup Monsieur le maire. Donc, dans le cadre de la convention avec AA Aventure pour l'organisation du trail au profit d'Octobre Rose, la municipalité de Mézières-sur-Seine a souhaité s'engager dans la lutte contre le cancer du sein en participant activement depuis 2022 au mois d'action nationale Octobre Rose. Au printemps 2024, la commune a accueilli le départ de la course départementale La Diagonale, organisée par l'association AA Aventure. À la suite de cette première collaboration est née l'idée et la volonté commune de créer un trail dédié à vocation de collecte de fonds pour la lutte contre le cancer du sein. L'organisation d'un tel événement s'est avérée trop conséquente pour une programmation en octobre 2024. Aussi, ce trail sera couplé aux événements de fin d'année de décembre. Une convention est donc proposée aux membres du conseil, définissant la répartition des rôles et missions incombant à l'association et à la commune. Aussi, vu l'article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, vu le projet de convention avec l'association AA Aventure, vu l'avis de la commission événementielle, vie associative, sport, culture, loisirs et commerce du 6 novembre 2024, considérant la nécessité pour la commune de s'appuyer sur l'expertise d'une association reconnue pour la qualité de son organisation afin d'assurer le bon déroulement du trail d'Octobre Rose 2024, article unique, il est proposé aux membres du conseil d'approuver la convention avec AA Aventure pour l'organisation du trail d'Octobre Rose 2024. Pièce annexe numéro 2, convention avec AA Aventure pour l'organisation du trail d'Octobre Rose. Merci, Monsieur Martin. Des questions? Oui, Madame Nold. Oui, parce que dans le texte de la convention, il est mis que le déficit pourrait être pris en charge par la commune. Oui. On n'a jamais eu ça dans aucune convention jusqu'à maintenant, surtout que ce n'est pas une association de la commune. C'est une nouveauté. En effet, l'association, vous le savez, organise la Diagonale 118, qui est une très grosse course qui fait plus de 1000 coureurs. Donc ils ont le savoir-faire d'organiser une vraie course, un vrai trail, vu que ça part de Mézières et ça arrive à Rochefort-en-Yvelines. Et donc on les a contactés puisqu'on avait l'envie d'organiser un trail. Et donc comme toute première édition, il y a forcément des risques liés à la participation, le temps de le faire connaître, etc. Donc l'association en tant que telle engage les frais, l'association prend les recettes. S'il y a des recettes positives, ça sera pour l'association Les Souliers Roses
comme la Convention le précise. Et s'il y a un déficit, ce qui pourrait arriver, bon, je vous rassure, ça ne sera pas 10 000 euros, mais s'il y a un déficit, nous nous engageons par la Convention à ne pas endetter l'association qui le fait à titre bénévole, avec des bénévoles, et donc nous participerons à hauteur d'un éventuel déficit. Voilà. Ça me paraît bizarre, moi, qu'on prenne en charge, que la commune prenne en charge un éventuel déficit, alors que ce n'est pas une association de la commune, c'est une association qui est d'Élancourt, hein, donc ça n'a rien à voir avec Mézières, en fait. Mais aujourd'hui, sauf si vous me dites le contraire, mais on n'a pas d'association à Mézières qui organise des trails, surtout professionnels, avec des dossards, avec plus de GPS. Enfin, c'est un vrai trail. C'est voilà, avec toute la sécurité qui va avec, la protection civile. Vous n'avez aucune certitude qu'il n'y aura pas de déficit? Ah bah on n'a aucune certitude. On vient de lancer les inscriptions, on vient de lancer le parcours. Dans la communication, on verra le nombre d'inscrits qu'il y a. Ils ont des charges fixes comme la société qui prend les dossards, etc. Du coup, on verra le nombre d'inscrits qu'il y a sur ce trail. Alors, moi, je voudrais faire une petite précision sur votre réflexion. Oui, effectivement, on a des associations sur Mézières-sur-Seine qui ont effectivement connu des déficits et on les a aidés. Donc je pense que depuis 4 ans, nous ne cessons d'augmenter le budget donné aux associations, Oui, mais là, quelle qu'elle soit. Hein. Là, elle est pas de Mézières. C'est juste Non, ça qui on est qui d'accord. me gêne. Mais elle nous Donc, aide à organiser des festivités sur Mézières. Donc c'est-à-dire que ces conventions sont faites pour ça d'ailleurs. Oui, mais c'est la première fois qu'il y a un On travaille engagement aussi de avec prendre un des associations qui sont dépôts de Mézières, comme le tennis club, comme le basket. On a plusieurs associations qui ont leur site à Mézières, mais aussi à Épône. On travaille avec eux, on essaie de faire notre possible, effectivement. Après, une organisation d'un trail, il n'y a pas seulement le parcours, il y a aussi tout ce qui est sécurité, il y a tout ce qui est organisation avec la fédération. Et effectivement, ils sont plus compétents que nous et on n'a pas encore d'association capable d'organiser une telle manifestation. Donc on essaye de les aider et on espère que ça fonctionnera au mieux, comme d'ailleurs la Diagonale a fonctionné au mieux. Monsieur Pinchot. Oui, en tout cas, ce qui est rassurant, je crois avoir lu, parce que je l'ai plus, j'ai pas ouvert le document là, c'est que l'association en question est tenue de nous fournir un détail de ses comptes, Bien sûr. en recettes et en dépenses, et des justificatifs correspondants. Donc, Oui, bien sûr. Ça, c'est quand même une sécurité. Et ce sont nos services, notamment en comptabilité et services événementiels, qui regarderont ce que l'association peut être amenée à demander ou pas. Mais il faut se le dire entre nous, l'association le fait surtout pour nous rendre service et parce qu'ils organisent des très grands trails. Faire 10 km de Mézières, pour eux, enfin voilà, mais c'est parce qu'on a eu envie d'organiser cette manifestation. On l'avait mis dans notre programme, on voulait recréer du challenge sportif à Mézières. Et donc voilà, le trail, on voit qu'il y a pas mal de coureurs dans Mézières et on s'est dit que le trail pouvait aussi séduire quelques Méziérois et puis au-delà des Méziérois faire aussi plaisir au territoire et pouvoir, on l'espère, faire vivre à la fois la patinoire, faire vivre nos commerces de proximité, etc. C'est encore une fois faire venir des gens à Mézières et faire connaître Mézières-sur-Seine. D'autres questions? Bien, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Gau vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point suivant, point numéro 3. Convention de partenariat pour la tenue d'un restaurant éphémère différent. Monsieur Martin, c'est à vous. Alors, convention de partenariat pour la tenue d'un restaurant éphémère différent. Le restaurant différent propose un concept innovant couplant un service de proximité et de l'événementiel, un restaurant installé pour quelques soirées uniques. La municipalité souhaite proposer à ses administrés la possibilité de bénéficier de ce concept de manière exceptionnelle. En effet, la commune ne dispose d'aucun restaurant sur son territoire. Aussi, cette initiative ne portera pas atteinte à une éventuelle concurrence. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la politique culturelle et sociale de la municipalité, qui vise notamment à rompre l'isolement de ses administrés et à encourager le vivre ensemble. Une convention est donc proposée aux membres du Conseil définissant les engagements de chaque partie. Aussi, vu l'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, vu le projet de convention avec le restaurateur différent, vu l'avis de la commission événementielle vie associative sport culture
loisirs et commerce du 6 novembre 2024, considérant la volonté municipale de proposer aux administrés un restaurant éphémère sur 3 journées de début d'année 2025. Article unique, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver la convention avec le restaurateur différent en vue de la réalisation de 3 journées de restauration éphémère au sein de la salle municipale en 2025. Pièce annexe numéro 3, convention avec le restaurateur différent. Merci, Monsieur Martin. Des questions? Oui, Pierre. En fait, vu les dates, c'est une possibilité pour les Méziérois d'organiser avec cette solution leur réveillon du jour de l'an, si j'ai bien compris. Ah non, c'est en 2025. Ça sera fin janvier. Ah, c'est fin janvier. C'est fin janvier. D'accord. J'avais compris que c'était le 31 Non. décembre. D'accord. C'est fin Ok. janvier, il y aura 3 dates cumulées avec un menu unique, un plat unique. Ok. Et vous remarquerez, Madame Noll, que Différent n'a pas son siège social à Mézières non plus. Sur cette délibération, des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Convention avec la communauté urbaine pour la pose d'illumination festive. Monsieur Alberstadt, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Vous le savez, chers collègues, la communauté urbaine GPSO a la compétence éclairage public. Or, ce sont sur ces installations d'éclairage que sont traditionnellement installées les décorations lumineuses pour la période de Noël. On les aura bientôt sur notre commune. Aussi, GPSO soumet désormais l'installation de ces décorations sur ces installations à la signature d'une convention qui dispose notamment que les installations prévues soient validées techniquement et préalablement par leur service, les illuminations soient mises en service sur la stricte période allant du 1er décembre au 15 janvier suivant, chaque installation soit dotée d'un disjoncteur différentiel à la charge de la commune, et enfin que chaque disjoncteur soit soumis à une redevance d'occupation de 72 centimes par an, valant prise en charge des frais d'électricité. Cette convention est valable pour une durée d'1 an, renouvelable 2 fois par tacite reconduction. Aussi, vu l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités locales, vu les compétences exercées par la communauté urbaine, et notamment la voirie et les éclairages publics, vu le projet de convention prévoyant les modalités d'occupation et de pause temporaire d'équipements d'illumination festive aux dépendances de la voirie communautaire, vu l'avis de la commission Affaires générales, services à la population, ressources humaines, qualité, cadre de vie, sécurité, communication et cimetière du 6 novembre 2024 réunis, considérant que la commune de Mézières-sur-Seine entend pouvoir installer des décorations lumineuses dans les rues et espaces publics de son territoire aux périodes de fête de la fin d'année, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver la convention avec la communauté urbaine GPSO prévoyant les modalités d'occupation et de pause temporaire d'équipements d'illumination festive aux dépendances de la voirie communautaire à compter de 2024. Et vous avez la convention en annexe. Merci, Monsieur Alberstadt. Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Point numéro 5, il s'agit d'une mise en vente des parcelles K799 et K800. Pour rappel, chers collègues, le conseil municipal a accepté la proposition d'achat de la parcelle K799 située rue du Fourneau en novembre 2023. Or, l'accès à cette parcelle n'est rendu possible qu'en empruntant la parcelle K800. Cette dernière est également une propriété communale et a été frappée d'un emplacement réservé et d'un alignement au profit du service voirie de la communauté urbaine. Or, la rue ayant été refaite récemment et disposant désormais de la largeur suffisante pour la circulation des véhicules, GPSO a accepté de renoncer à ces réserves d'acquisition qui seront retirées lors de la prochaine révision du PLUI. Aussi, le service des domaines a été saisi pour une nouvelle évaluation de la cession de ces 2 parcelles cumulées. Après négociation avec les acheteurs et compte tenu de la nouvelle valeur globale donnée au bien, il convient que le Conseil acte de la cession de ces parcelles au prix de 103 000 €. Considérant que la proposition d'achat visée par la présente délibération est conforme à l'estimation des domaines et ne soulève aucune objection, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver la vente des parcelles K799 et K800 au prix de 103 000 € net vendeur au bénéfice de monsieur et madame Wang. Article 2, d'autoriser monsieur le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation de cette vente. Et article 3, d'autoriser la prise en charge éventuelle des frais dans le cadre de cette vente. Bien évidemment, pièce annexe, l'avis des domaines de septembre 2024. Des questions? Madame Noll. Oui, et cette délibération n'a pas manqué de me surprendre, car ces 2 parcelles sont entrées dans le domaine communal par les biens 100 mètres. C'est étonnant que vous ayez oublié la parcelle K800, indispensable pour enlever
l'enclavement de la parcelle K799, seul objet de la vente initiale du conseil municipal du 20 novembre 2023 pour 103 000 euros. Mais pourquoi ce prix est identique alors que la vente complémentaire de la parcelle K800 augmente la surface de la vente de 42 mètres carrés et que l'estimation globale des domaines est supérieure au prix de vente que vous donnez et cette même parcelle est en plus frappée d'un emplacement réservé et d'un alignement au profit de la voirie qui va disparaître comme par enchantement lors de la révision prochaine du PLU. Alors qu'on embête d'autres concitoyens pour bien moins que ça, entre autres l'ouverture d'une porte de garage pour désenclaver une parcelle, que vous avez refusé alors que vous accordez la construction d'un garage sur un terrain frappé d'alignement 300 mètres plus loin dans la même rue, quelle équité! C'est vrai que la raison du plus fort est souvent la meilleure et selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blancs ou noirs. Ces deux morales de Jean de La Fontaine sont encore et toujours d'actualité, malheureusement. Avec ce qui précède, je voterai donc contre cette délibération qui n'a pas fait l'objet d'une commission d'urbanisme et donc d'aucune information. Alors, je vais vous répondre. Alors, c'est passé quand même en commission. C'était la commission Affaires Générales dans laquelle les élus minoritaires sont représentés. Et puis, aux dernières commissions urbanisme, je vous rappelle que vous n'y étiez pas présente, donc vous pouvez toujours dire les choses. Ceci étant, je vais vous répondre, même si je sais que je ne vais pas vous inciter à voter pour, mais il est important de remettre les choses dans leur contexte. La parcelle 799 a été vendue, non pas comme vous dites à 103 000, mais vous me l'avez accordé de le vendre à 102 000. Et donc, il s'avère qu'on rajoute, comme vous l'avez dit, un peu plus de 40 mètres carrés pour 1 000 euros. Je pense qu'au prix du mètre carré, ça va, c'est bien vendu. Maintenant, pourquoi cela et pourquoi on n'a pas vendu la 800 avant? Puisque les porteurs du projet, qui du coup, et même nous, les premiers, nous pensions à tort, au vu de l'instruction de GPSO, que l'entrée sur la parcelle pouvait se faire par le bas de la parcelle, au niveau du bas de la rue des Fourneaux. Et lorsque les époux Wang, une fois que vous m'avez accordé la vente en novembre 2023, ont déposé leur permis de construire en ayant signé la promesse, GPSO a dit non, hors de question, on ne veut pas que on rentre par la parcelle par le bas, mais on veut qu'elle rentre par la parcelle par le haut. Et donc à ce moment-là, il faut vendre la 800. Point. C'est aussi basique que ça. Et donc forcément, quand on a été revoir les porteurs de projets, pour 40 mètres carrés, on n'allait pas augmenter de 10 000 euros la parcelle. En plus, si vous connaissez un peu cette parcelle, c'est rien du tout, c'est un mur qui vont devoir créer une ouverture. Voilà. Maintenant, quant au projet que vous nous dites frapper, enfin, je n'ai pas trop suivi de quoi vous parlez, mais je serai. Enfin, il y a aussi des porteurs de projets qui parfois, et ça arrive souvent, déposent une déclaration de travaux ou un permis, peu importe ce que c'est, mais qui ne vont pas au bout et c'est refusé par tacite et ça arrive très souvent parce que des fois, notamment avec le portail, ils ne reçoivent pas la notification de GPSO qui dit bon le maire ou les élus du moins sont plutôt d'accord avec votre projet, mais il manque tel ou tel plan et il s'avère que si le dossier n'est pas complet, il a un rejet tacite. Voilà, c'est le code de l'urbanisme, c'est pas moi qui l'a créé, je suis pas législateur. Donc je peux tout entendre. Je vous ai expliqué la teneur des choses. Nous essayons d'être le plus équitable possible avec quelques projets que ce soit sur la commune. Et encore une fois, tous les porteurs de projets, quand ils viennent me voir, je sais leur expliquer, la plupart du temps, soit mon adjoint ou moi-même, le pourquoi il y a eu un refus, le pourquoi il y a eu un accord, que ce soit les voisins ou autres. Voilà. Mais je n'ai pas connaissance de manque d'équité parmi certains voisins. Voilà. Je vous redonnerai les détails. Je suis preneur. D'autres questions sur ce point 5? Je mets aux voix. Qui est contre? Madame Nold, Monsieur Varlet. Qui s'abstient? Du coup, Monsieur Adjichan et Madame Go. Point numéro 6. Il s'agit d'une décision modificative. Il vous est donc présenté, chers collègues, la décision modificative numéro 2 ayant pour objet, d'une part en section de fonctionnement, d'inscrire le versement du capital décès au profit de sa famille suite à l'accident d'un agent et son remboursement par l'assurance du personnel. Donc, vous l'avez compris, on a versé un capital décès à un agent qui est décédé
Et il y a un remboursement aussi fait par l'assurance, donc entrée et sortie. Et d'ajuster le budget alloué à l'assurance du personnel en dépenses suite à la régularisation du contrat. Vous savez que les assurances ont pris une belle augmentation, et ce pour les foyers, mais aussi pour les collectivités. Et donc, il s'avère qu'on a eu une augmentation de cotisation du personnel. Et donc, les 11 000 € qu'on a pris une augmentation, on va les chercher sur le chapitre 6042, qui est achat de prestations hors terrain. Et puis, en section d'investissement, il s'agit d'inscrire une dépense complémentaire pour analyser les enduits intérieurs avant travaux sur la demande de la DRAC, en reprenant sur l'opération 139 voirie. Donc en effet, la DRAC, pour qu'on puisse terminer le travail d'investigation dans l'église, nous impose à ce que nous extrayions une partie des enduits sur des points bien définis et que nous envoyions ça au laboratoire. Donc un laboratoire spécialisé qui coûte 5 000 €. Donc il faut que nous allions chercher en investissement 5 000 € que nous prenons sur la 139 voirie et que nous rajoutons à l'opération 90 église. Et enfin, il s'agit d'inscrire une subvention de la région que nous avons obtenue pour le stade de la Conche, qui permet d'abonder donc une subvention de 96 422,50 € pour abonder l'opération au vu de l'opération donc stade de la Conche, au vu de la réalisation des tranches suivantes sur l'exercice 2025. Vous avez donc le tableau sous les yeux. Considérant qu'il convient de rajuster les crédits alloués pour clôturer l'année 2024, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 2 2024, jointe en annexe. Y a-t-il des questions? Madame Nolde. Question. Je suis surpris du montant du capital d'essai pour l'agent technique qui est décédé. C'est que sa femme va toucher que 11 000 €. Vous vous trompez de ligne. Vous vous trompez de ligne, c'est 41 000. Les 11 000, c'est l'assurance. Cotisation assurance, c'est l'augmentation de la cotisation assurance. Bah non. Ben si. Versement du capital d'essai, c'est bien 11 000. Il y a que les cotisations assurance du personnel. C'est les 41 000, c'est le budget de dépenses pour la régularisation du contrat d'assurance. C'est le contrat d'assurance. Le contrat d'assurance, c'est 11 000 €. Et ce qu'on veut faire, c'est... Ben c'est bien ce que je dis. Oui, c'est ce que vous dites. Ben c'est ce que je dis. C'est juste que c'est pas... En fait, c'est pas marqué dans le chapitre capital d'essai. Mais c'est bien pris dans ce chapitre autres charges sociales diverses. C'est des charges sociales. On le prend dans ce chapitre-là. Non, mais c'est pas la question de ça. Mais le capital me paraît... C'est 41 000. C'est 41 000. Et 11 000, J'ai rien compris alors. 3 fois, c'est bon? Voilà. D'accord. C'est bon? Oui, c'est l'inverse. D'accord. C'est pas clair. D'autres questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. L'ordre du jour de ce très grand conseil municipal étant épuisé, il s'agit de répondre aux questions orales. Et j'en ai reçu qu'une de M. Pinchot. Je vous laisse la parole, Pierre. Merci. Je voulais poser une question qui est en fait une question d'actualité, puisque nous sommes dans la semaine du Congrès des maires et du Salon des maires. Et il se trouve que cette réunion des maires est l'occasion de poser vis-à-vis des pouvoirs publics qui seront là, des ministres et peut-être du Premier ministre, la question du financement local, du financement des collectivités locales et des communes en particulier. Or, il se trouve qu'il y a un bruit qui circule de plus en plus intense sur la création, parce qu'il est soutenu par certains maires, sur la création d'une nouvelle taxe. Une nouvelle taxe qui concernerait l'ensemble à la fois des locataires et des propriétaires, et taxe évidemment dont les revenus reviendraient, alors en partie ou en totalité, on ne sait pas encore très bien, parce que tout ça reste flou, aux communes, et en remplacement de la taxe d'habitation qui a été supprimée en 2023. Alors, pour rappel, la taxe d'habitation a été supprimée pour l'ensemble des contribuables depuis le 1er janvier 2023. C'était une promesse du candidat Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2017. C'était un geste envers les locataires, alors que les propriétaires, eux, continuent de payer bien sûr la taxe foncière sur leur résidence principale, qui ne concerne pas les locataires, et que ceux qui possèdent une résidence secondaire continuent, pour cette résidence secondaire, à payer
une taxe d'habitation, parfois d'ailleurs accrue ou pénalisée dans son taux. Plusieurs maires, donc, plaident pour la création d'un impôt local dont s'acquitteraient tous leurs administrés. Une proposition, donc, qui a été soumise à la ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation, Madame Vautrin. Elle a simplement donné l'assurance que cette taxe ne concernerait pas le budget 2025, que l'on sait en ce moment en discussion et pour lequel il y a eu déjà pas mal d'autres taxes nouvelles qui ont été demandées à l'occasion des débats à l'Assemblée nationale. Mais elle n'est pas apparemment opposée au principe d'un nouvel impôt local. Elle souhaite une réflexion sur les finances locales et elle a évoqué elle-même ce sujet en Conseil des ministres. Donc, par ailleurs, le contexte, on le connaît. On sait que les communes sont en difficulté financière suite à la suppression de la taxe d'habitation et à la non-compensation, paraît-il, intégrale par l'État des recettes fiscales perdues, malgré les promesses, donc apparemment. Et tout cela contribue à remettre en cause le principe de l'autonomie financière des collectivités territoriales qui seraient donc menacées. Alors, je pose la question, si le débat revient sur l'instauration, donc cette semaine, sur l'instauration d'un nouvel impôt local qui serait plus ou moins inspiré de la taxe d'habitation, quelle sera la position de Monsieur le maire, sachant que donc les taux de taxes foncières pour les Mézières-Rois ont déjà été augmentés et que les bases imposables sont régulièrement réévaluées pour les propriétaires. Alors, Monsieur Pinchot, je vais vous répondre comme d'habitude, donc, et je vais faire plus court. En effet, comme vous, je suis l'actualité nationale et je suis particulièrement attentif au projet de loi de finances, notamment en ce qui concerne les collectivités et plus précisément Mézières-sur-Seine. Comme vous, je pense l'avoir compris dans la teneur de votre question, je suis contre une énième taxe pour les propriétaires fonciers. En effet, 7 ans après l'élection présidentielle, la taxe foncière est presque arrivée à quelques centaines d'euros près à la somme de la taxe foncière et de la taxe d'habitation de 2018. Nos propriétaires participent donc assez à l'effort collectif et aux dépenses de notre collectivité. C'est une position intéressante. Je n'en doute pas. Alors, chers collègues, une fois que j'ai répondu aux questions orales, et avant de clôturer, et pour ceux qui nous regardent, que je salue par ailleurs, je voulais vous faire un petit point d'actualité sur les prochains événements. Le 30 novembre, il y a la bourse aux jeux aux vêtements organisée par l'association des parents d'élèves de la Villeneuve de 9h à 16h30 dans la salle Arc-en-Ciel. Vous y êtes toutes et tous les bienvenus. Le 6 décembre, 18h, inauguration du grand sapin et de la patinoire éphémère comme chaque année. La nouveauté cette année, on a voté la convention tout à l'heure, c'est que dans le même temps, nous allons lancer les 10 km nocturnes uniquement sur la commune pour le trail de Noël. Donc inscrivez-vous vite pour cette première édition et qui rassurera Madame Nold quant au potentiel déficit. La patinoire sera accessible du 6 au 12 décembre, comme tous les ans au prix de 2 € les 20 minutes. Bien évidemment, comme tous les ans, l'intégralité des enfants scolarisés sur la commune recevront un ticket et un bon pour retirer un sachet de chocolat. Le marché de Noël et les animations auront lieu le jeudi 12 décembre prochain de 16h à 19h. Et enfin, et là je parle uniquement aux élus ou à quelques aînés potentiels qui n'ont pas reçu, mais je ne pense pas, il y a le repas des aînés prévu le 10 décembre. Donc, chers élus, sachez que vous y êtes largement conviés. Voilà, merci à tous. Le conseil municipal est clos. Et je vous dis... Ah oui, et j'ai oublié, merci mon cher premier adjoint. Pour ceux qui nous regardent, si vous suivez un peu l'actualité, le 2 décembre, il y a la réunion de concertation pour l'avenir des rues de Chauffour et des rues des Ligneux, salle Arc-en-Ciel. Nous vous y attendons nombreux. Conseil municipal clos, merci à toutes et à tous et à bientôt.